Hello mes enfers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire et c'est la 5e de ma semaine d'Halloween. En fait, c'est plutôt la 5e et la 6e car cette vidéo va être divisée en deux parties. La première partie que vous êtes en train de regarder actuellement et la deuxième partie que je diffuserai demain à 19h sur ma chaîne YouTube. Et si tu ne veux pas la rater, n'hésite pas à t'abonner. En attendant, installez-vous bien confortablement et prenez votre jus de grenade parce que ça va être explosif. Aujourd'hui, je vous parle de l'affaire des tueurs du Brabant. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est l'une des plus grandes énigmes policières belges du XXe siècle. Les tueries du Brabant désignent une série de crimes et plus particulièrement une série de braquages sanglants qui ont eu lieu en Belgique entre 1982 et 1985, principalement dans la province du Brabant, mais il y en a également eu en Flandre orientale, dans le Namurois, dans le Hainaut et aussi en France, dans le Nord, à Maubeuge. Au total, ces braquages ont fait 28 morts, 22 blessés et le butin récolté a été estimé entre 6 et 7 millions de francs belges. Alors, je vous ai donné envie d'en découvrir plus? C'est parti! Pour vous expliquer, la première partie aujourd'hui sera centrée sur l'année 1982 et l'année 1983 et la partie 2, donc celle de demain, sera centrée sur l'année 1985. Et pour ces deux parties, je vais vous raconter les faits qu'il y a eu, les témoignages et l'avancée de l'enquête. Le 13 mars 1982, alors que deux hommes pénètrent dans une armurerie et s'emparent d'un fusil de chasse, un témoin les aperçoit. Le premier des auteurs est décrit comme un homme âgé de 20 à 30 ans, très grand et mince et dont les cheveux tirent vers le blond. Le second est décrit comme plus âgé, certainement la cinquantaine, les cheveux grisonnants et plus petit que son complice. Le même jour, le 13 août 1982, les deux hommes commettent un vol dans l'épicerie Pio à Maubeuge et ce sera le seul crime qui a été commis en France, sinon tous les autres ont été commis en Belgique. Le premier homme, grand, de forte corpulence et dont le visage est dissimulé sous un passe-montagne, fait le guet et est armé d'un fusil. Le second fracture la porte vitrée et pénètre dans l'épicerie et bien que l'épicerie soit vide, il arrache le fil du téléphone et ensuite il vole des denrées alimentaires, des bouteilles de champagne, des bouteilles de vin et du foie gras. Un appel anonyme avise le commissariat qu'un cambriolage est en cours. 3 policiers se rendent sur place. Les deux hommes ouvrent le feu et blessent par balle un des 3 policiers. Les deux hommes prennent la fuite à bord d'un véhicule, sans doute identifié comme la Volkswagen Santana de couleur bleu métallisé, qui avait été volée au garage Brichot à Lembic le 10 mai 1982. Le 30 septembre 1982, 3 individus pénètrent dans l'armurerie de Daniel Dekez à Wavre, dans la province du Brabant. L'armurier et ses 2 clients qui étaient présents dans la boutique sont forcés de se coucher au sol pendant que les 3 hommes fouillent la boutique et emportent leur butin dans des sacs plastiques et dans un sac de sport. Avant de sortir du magasin, un des 3 hommes remarque la présence d'un policier qui avait été averti par le voisinage. Il se décide donc de frapper, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais il frappe l'armurier et les 2 clients et ensuite prennent la fuite. Immédiatement, des coups de feu éclatent entre les 3 hommes et le policier. Ce dernier est touché une première fois par balle avant d'être abattu froidement. Les 3 auteurs du crime prennent la fuite à bord de leur Volkswagen Santana bleu. Ils se dirigent vers Bruxelles et les gendarmes les suivent. Une fusillade éclate entre les 2 gendarmes et les 3 hommes et les 2 gendarmes sont gravement blessés. Ce soir-là, vers 22h30, la voiture Volkswagen sera retrouvée à Uccle. Elle est en feu lorsqu'un passant la remarque et la banquette arrière est manquante. Ce n'est que le 6 novembre 1986, dans les eaux du canal Bruxelles-Charleroi à Ronquière, que des pièces détachées du fusil vont être retrouvées. Le premier homme est décrit comme un homme de 35 ans qui mesure entre 1m75 et 1m80, qui a une corpulence moyenne, environ 70 kg, qui a les cheveux châtains et qui possède une moustache. Le deuxième homme a 30-35 ans, mesure 1m75, a également une corpulence moyenne, des cheveux noirs, des sourcils épais et une moustache, et je vous mets son portrait robot juste là. Le troisième homme est un homme d'une quarantaine d'années qui mesure 1m70, qui est trapu avec une corpulence forte et des cheveux châtain clair. Le 23 décembre 1982, Mark Vanden découvre le corps sans vie de son père, José Vanden, dans la chambre qu'il occupait à l'auberge Het Castel à Bercel. La victime âgée de 70 ans a été ligotée puis abattue par 8 balles dans la tête,
probablement dans la nuit du 22 au 23 décembre 1982. C'est la première fois qu'un homme a été torturé par le groupe du tueur et après l'avoir tué, ils se sont attablés pour manger et boire du champagne. Le 12 janvier 1983, le corps d'Angelou Constantin, 58 ans, chauffeur de taxi, est retrouvé dans le coffre de son taxi à Mons. Il avait reçu plusieurs balles dans la nuque. Lors de sa dernière course, soit le 8 janvier 1983, un témoin l'avait vu se faire agresser. Le 11 février 1983, il est approximativement 19h lorsque la gérante d'un magasin dit attenant en délaisse de jeunes balles est menacée d'une arme par un homme qui la suivait. Il lui demande de le conduire au bureau à l'étage où les employés comptent l'argent. Après avoir ouvert le coffre-fort, elle reçoit l'ordre de s'allonger au sol et pendant qu'un des hommes remplit des sacs d'argent, l'autre tire un petit peu partout afin d'effrayer les gens. Pendant ce temps, un troisième homme armé d'un fusil menace le gérant du magasin et les clients qui s'y trouvaient. Les trois complices s'enfuient à bord d'une Peugeot 504 avec leur bulletin qui est de 692 384 francs belges. Le premier homme mesure 1,85 m et avait un passe-montagne, donc les personnes n'ont pas vraiment vu son visage. Son passe-montagne ou sa cagoule sont de couleur verte ou gris foncé. Le deuxième homme est plus petit que le premier homme et on sait seulement qu'il a les cheveux noirs crépus car lui aussi il portait un masque. Le troisième homme mesure à peu près 1,85 m, il a environ 40 ans, il est un petit peu plus costaud que les autres, il a le teint basané et lui aussi il portait un masque, vous savez les masques avec un gros nez et des lunettes et c'est des masques qui sont souriants. Le 14 février 1983, le soir de la Saint-Valentin, une dame rentre chez elle et stationne sa voiture Volkswagen Golf toute neuve devant son domicile lorsqu'elle remarque qu'une certaine voiture la suit et cette voiture c'est une Peugeot 504 de teinte foncée. Un passager sort de la voiture, la braque avec son arme et vole sa voiture. Il y avait aussi un deuxième homme qui lui était au volant de la Peugeot 504 et les deux hommes s'enfuient, donc l'un dans la voiture qu'ils venaient de voler et l'autre dans la voiture avec laquelle ils avaient suivi la femme. La femme dira que celui qui l'a braqué mesurait environ 1,80 m, qu'il était assez fin, qu'il avait les cheveux noirs relativement bouclés, drus et assez courts, mais elle ne donnera pas plus d'informations puisqu'elle n'a pas eu le temps d'en voir plus. Elle dira juste que selon elle, c'était une personne cultivée qui avait un français impeccable et par contre elle ne donnera aucune description pour le chauffeur de la Peugeot 504. Le 25 février 1983, vers 19h20, deux hommes armés menacent le personnel et les clients qui se trouvent au Deleuze d'Uccle. Ils ordonnent à la caissière d'ouvrir le coffre, mais cette dernière n'a pas la clé. Un autre homme du personnel arrive sur place et ouvre le coffre, et l'homme récupère ce qu'il y a dans la caisse, et le butin qu'il récupère est d'environ 600 000 francs belges. L'homme armé qui se trouvait dans les rayons du magasin tire un coup de feu, probablement pour faire peur aux gens qui étaient à l'intérieur. À l'extérieur, un témoin qui avait assisté à la scène cherche du secours dans la station-service voisine, sauf que les hommes armés qui le voient chercher des secours lui tirent dans les genoux. Les deux hommes s'enfuient à bord de leur véhicule et partent maintenant en direction Waterloo. L'homme armé sera décrit comme un homme mesurant 1,90 m, qui avait une corpulence assez forte, qui avait les yeux marron foncé et qui possédait une cagoule kaki. Le deuxième homme mesure 1,90 m, a les cheveux châtain foncé, il avait un pull-over à col roulé de couleur beige qui lui cachait la moitié du visage et des bottes en caoutchouc de couleur kaki. Le 3 mars 1983, vers 19h30, trois hommes pénètrent dans le magasin de Collery à Halle et l'un d'eux est armé d'un fusil à canon court. Ils se postent à l'entrée et ordonnent aux employés et aux clients de se coucher sur le sol. Les deux autres hommes braquent le gérant jusqu'au coffre-fort, ils récupèrent plus d'1 million de francs belges, puis l'abattent froidement d'une balle dans la tête. Les trois hommes prennent la fuite vers Bruxelles dans la Volkswagen Golf qu'ils avaient volée à la femme. L'homme qui était resté à l'entrée mesure environ 1,85 m, il avait une cagoule noire avec des bords clairs, probablement jaunes, et on pouvait voir ses yeux, son nez et sa bouche. L'homme qui avait braqué le gérant avec une matraque fait environ 1,85 m, est plutôt athlétique, a le teint foncé et comme le premier, il a une cagoule noire avec des bords clairs. Donc on voit ses yeux, son nez et sa bouche. Le troisième homme qui avait le revolver mesure entre 1,80 m et 1,85 m. Il a le teint foncé, comme les deux autres, une cagoule noire avec des bords clairs. Cependant, cette fois-ci, on voit seulement ses yeux et son nez. Et pour lui, on sait qu'il a les yeux bleus. Le 8 juin 1983, vers 1h du matin, les hommes volent une voiture Saab 900 Turbo dans le garage de nuit qui est tenu par Michel Jadot et ils abattent le berger allemand qui se trouvait là. Le 10 septembre 1983, les trois hommes pénètrent dans l'usine Vitogvad Lensdem et ils volent des gilets pare-balles, 7, puis une veste couleur smoke et une salopette de camouflage. Le concierge a été retrouvé abattu de 4 balles dans la tête, sa femme a gravement été blessée et le voisinage qui a été réveillé par les détonations regarde ce qu'il se passe par les fenêtres. Les hommes voient que les gens regardent, ils tirent en leur direction
mais il les rate tous. On sait seulement qu'un individu mesure 1m75 et a une forte corpulence et qu'un autre mesure 1m90 et que forcément il est grand. Le 17 septembre 1983, vers 1h25, un vol est commis au col-Rouy de Nivelles, l'alarme se déclenche et les gendarmes se rendent rapidement sur place. Ils sont accueillis par des tirs de riot gun et d'armes de poing de différents calibres et les hommes tuent un des gendarmes. Le second gendarme est laissé pour mort, les hommes récupèrent leurs armes de service et s'enfuient à bord d'une Mercedes blanche volée au couple qu'ils avaient tué quelques jours auparavant. Si vous êtes curieux comme moi, ils avaient volé des paquets de café, des bidons de différentes huiles et des pralines. Un barrage policier est créé pour essayer d'arrêter la Mercedes blanche et une équipe de la police de Braine-l'Alleud va un moment apercevoir une Mercedes blanche suivie par une Saab 900 Turbo. Les deux véhicules viennent de Nivelles et se dirigent vers Waterloo. Peu de temps avant le carrefour, la Mercedes se range sur le côté gauche, la Saab sur le côté droit. Le conducteur de la Mercedes sort du véhicule avec un fusil à pompe. Il tire en direction de la voiture des policiers. Le pare-brise de la voiture de la police est brisé et touché. Ce dernier monte dans la Saab, les hommes font demi-tour et se dirigent de nouveau vers Nivelles. Sauf que pendant ce temps-là, la police n'a pas vraiment vu ce qui s'était passé et quand ils commencent à comprendre ce qui se passe, ils se rendent compte qu'il n'y a plus personne dans la Mercedes et que les hommes leur ont échappé. Dans la nuit du 2 au 3 octobre 1983, Jacques Van Camp, patron du restaurant Les Trois Canards, ainsi que ses employés, se font agresser par des hommes qui les obligent à se coucher sur le sol. Les hommes réclament les clés de la Porsche appartenant à Van Camp, de l'Alfa Romeo appartenant à un serveur et aussi l'argent que contient la caisse. Avant de s'enfuir à bord d'une Golf GTI, les trois hommes blessent mortellement le restaurateur à la tête qui décédera plus tard de ses blessures. Petite remarque, un pneu de chacune des trois voitures présentes sur le parking a été crevé par un tir d'arme à feu, probablement pour que les gens ne cherchent pas à les suivre. Le 7 octobre 1983, vers 19h50, trois individus pénètrent au sein du Diesel de Bercel. Ils entrent avec un otage et se dirigent directement vers la première caisse. Le gérant qui se dirige vers les malfaiteurs est abattu d'un coup de feu et une autre employée du supermarché sera blessée. Les trois hommes prennent ensuite la fuite et ils récupèrent 1 200 000 francs belges. Bien évidemment, ils relâchent l'otage avant de partir. Le premier homme mesure 1,90 m. Il est décrit comme étant quelqu'un de très maigre. Il avait une tache de naissance dans la nuque, portait un long imperméable brun clair et un pantalon cigarette brun. Il avait aussi un masque et un ceinturon à cartouche de chasse. Le deuxième homme mesure 1,90 m, lui aussi avait un imperméable mais de couleur gris foncé ou noir. Il portait un masque et avait dans sa main une hache à long manche. Le troisième homme mesure 1,75 m, il paraît un petit peu plus âgé, il est costaud et un peu voûté. Et lui, il a un tatouage sur l'avant-bras et il portait un pantalon bleu à pattes d'éléphant. Le couple Simusique se trouve chez eux le soir du 1er décembre 1983 et leurs deux filles sont dans leur chambre à l'étage. Trois hommes rentrent dans la bijouterie de Jean Simusique, qui se situe probablement sous l'appartement, et des coups de feu retentissent. Après avoir entendu la sonnette, les deux jeunes filles descendent et découvrent avec horreur le corps sans vie de leur mère, Marie. Et ensuite, elles vont trouver dans l'atelier le corps de leur père Jean dans une mare de sang. Avant de quitter les lieux, les trois hommes ont emporté quelques bijoux et montres pour une valeur de 140 000 francs belges. Le premier homme est décrit comme un homme d'une quarantaine d'années qui mesure 1,70 m avec une carrure large et un visage rond. Pour le deuxième homme, on n'a pas vraiment de description, on dit juste qu'il était bien habillé. Le troisième homme est un petit peu plus grand que les deux autres hommes, il mesure environ 1,80 m, il paraît plus jeune et plus maigre et il avait un manteau type manteau de chasseur. En mai 1983, une jeune femme, Josiane De Bruyne, apporte à la police un revolver car elle craint que son mari ne lui fasse de mal avec cette arme. Après analyse de cette arme, l'expert conclut qu'il s'agit de l'arme qui avait été utilisée lors du braquage du Deleuze à Genneval. Et c'est la seule preuve qui va permettre de suspecter et pourquoi pas d'arrêter les braqueurs. L'arme appartient à Michel Cocu, qui n'est pas le mari de la femme. Michel Cocu, c'est un ancien policier et chômeur de 31 ans et qui appartient également à la filière Boren, qui est un petit groupe de délinquants criminels. Il est envoyé en prison à Nivelles, le juge d'instruction et le procureur l'interrogent et obtiennent des aveux. Son avocat, Jean-Paul Meurmann, se rend à la prison pour voir son client et Michel Cocu lui dit que ce n'est pas lui l'un des tueurs du Brabant et qu'il a été forcé d'avouer. En fin d'année 1983, la police obtient 29 pages d'aveux de la part de Michel Cocu. Mais en fait, il avait simplement écrit ce qu'il avait entendu de la police. Mais comme les détails sont complètement invraisemblables, en effet, Michel Cocu avait comblé les trous un petit peu comme il le pouvait, les aveux vont être remis en cause. Michel Cocu a même dit à un des journalistes que ces aveux avaient été faits après un interrogatoire de 24 heures, sans boire ni manger, et un interrogatoire au cours duquel la police n'arrêtait pas de lui répéter les faits. Les gens en avaient marre de ces tueries.
Il fallait un coupable, les médias se sont précipités sur l'affaire et donc ils ont gardé ce coupable parce que c'était tout simplement le coupable parfait. En plus de ça, il n'allait pas faire marche arrière. Michel Cocu dénonce un de ses amis de la filière Boren, Adriano Vittorio, et même s'il ne ressemble à aucun des profils puisqu'il est asthmatique et de forte corpulence, il est arrêté et il fera lui aussi des aveux. Tout ça, ça s'est passé avant le 1er décembre 1983 et donc avant le meurtre du couple Simusic. Et quand Michel Cocu va apprendre ce retournement de situation, il va être content, pas parce qu'il est démorant, il va être content parce qu'il se dit que peut-être il va être innocenté et va sortir de prison. Mais au contraire, les enquêteurs se disent que les personnes qui ont tué la famille Simusic sont tout simplement des amis de Michel Cocu qui ont fait ça pour le faire sortir de prison. C'est un peu barré comme théorie. Michel Cocu dénonce Michel Baudet, aussi membre de la filière Boren, qui passe aux aveux et explique le braquage de la bijouterie. Plus tard, il dira qu'il a avoué sous l'influence de la torture et de coups. Son avocate Danielle Milcam dira que son client Michel Baudet avait refusé de porter plainte contre les enquêteurs car il n'avait pas envie d'être brutalisé de nouveau. À son tour, Michel Baudet dénonce une autre personne, Franco Nardella, qu'il dit être le cerveau des opérations. Malgré son alibi solide, il a tout de même été frappé par les policiers, cependant il n'a jamais rien avoué. Quant aux autres amis accusés par Michel Cocu, ce sont tous des fausses pistes. Voilà, j'espère que cette première partie vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'en savoir un petit peu plus sur cette affaire. Je vous attends dans les commentaires, j'attends vos petites suppositions et on se retrouve demain pour la partie 2.